Je sais pas si tu te rappelles, mais dans les années 90, quand tu rentrais chez Decathlon, tu avais plein de marques, plein de choses. Mais depuis 10, 15 ans, en fait, même un peu plus, en fait, quand tu rentres dans un magasin Decathlon, tu as principalement des éléments et des produits proposés par Tipsa, Domios, Van Rissel et d'autres marques. Et tout ça, c'est des marques de Decathlon. Et ce qui est vachement intéressant, et ce que moi je me pose comme question, c'est de savoir quand est-ce que ce basculement a été fait, quand est-ce que Decathlon a décidé de lancer ses propres marques, et surtout pourquoi. Et ça aujourd'hui, je te propose qu'on cherche ça ensemble sur Internet. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vois, c'est que déjà, historiquement, Decathlon, en fait, c'est un distributeur. Ça correspond à ce que je disais en introduction. Ça a été fondé par, Michel Leclerc, avec 5 autres associés. Michel Leclerc est membre, je vais dire, de la dynastie Mulliez. Si vous ne connaissez pas la dynastie Mulliez, c'est tout simplement Leroy Merlin, Auchan, Magasin Vert, Decathlon, voilà. Tous ces belles anciennes qui nous viennent du nord de la France. Mais revenons à un peu notre histoire, parce que Decathlon est créé en 1976 sur un modèle assez simple. Ils achètent en des grandes marques, Nike, Adidas, Reebok, comme j'ai pu le dire, et ils vendent en volume. La volonté, apparemment, était vraiment de démocratiser le sport par le prix. C'est-à-dire qu'ils se servaient de leur volume pour tirer au maximum les prix vers le bas. Alors ça, c'est dans les années 75-76. Mais ce qu'ils ont l'air d'avoir vécu assez rapidement, c'est que dans les années 80, il y a un véritable changement de contexte. Beaucoup de grandes marques deviennent très dominantes. Par exemple, Nike entre en bourse en 1980. Adidas en vient à restructurer son activité, mondialise réellement son image. Et plein d'autres marques suivent cette philosophie. Et en fait, la conséquence immédiate pour Decathlon, c'est que les marques deviennent beaucoup plus puissantes que les distributeurs. Donc on a un véritable problème structurel qui s'installe dans ce modèle de distribution. Dans une chaîne de valeur qui est la marque, le distributeur, puis le client, en fait, celui qui va capter la plus de valeur, le plus d'argent, qui va contrôler le récit, c'est plus le distributeur, c'est vraiment la marque. Et ça crée du coup, pour ces distributeurs, dont Decathlon, une vraie dépendance. Et cette dépendance, c'est pas top top. Parce que ça amène des risques. Et on peut cibler 3 grands risques. Un risque de marge. Effectivement, les fournisseurs peuvent faire pression sur les distributeurs pour qu'ils revoient leurs prix, qu'ils augmentent leurs prix. Voilà, vraiment une pression des fournisseurs. Également un risque sur l'approvisionnement. Effectivement, Decathlon, lui, n'est que revendeur, il ne maîtrise pas toute la chaîne. Donc s'il en vient un fournisseur vient à manquer de pièces, il ne peut plus fournir Decathlon. Et ça, Decathlon peut difficilement l'anticiper. C'est d'ailleurs l'un des points principaux qui va, et on va le voir un peu plus tard, amener Decathlon à changer. Ils ont connu leur première pénurie sur certaines pièces vélo, fournies par Peugeot. Peugeot ne pouvait plus les fournir, Decathlon a subi. Et le troisième risque, qui est un peu plus pernicieux, on va dire, c'est le risque de désintermédiation. Un mot pas facile à dire,
Mais on le voit un peu et j'en ai parlé dans un épisode sur, Nike, qui avait décidé de se retirer de tous leurs distributeurs pour ouvrir des magasins en propre et récupérer un peu cette marge que se faisaient les distributeurs. Et bah, ça, c'est un risque qui était réel pour Decathlon. Donc voilà un peu la situation dans laquelle on est dans les années 80. Du moins ce que je peux en comprendre. Et en fait, je suppose que pour pallier à ce risque, et d'après ce que je lis, pour pallier vraiment à ce risque, bah, Decathlon et Michel Leclerc va prendre une série de décisions et faire des choix non pas idéologiques, mais vraiment défensifs. Et faut bien comprendre que derrière ces décisions, il y a une vraie logique financière. Je vais rentrer un peu dans le détail de comment ça marche quand on est dans une distribution, quand on est de la distribution. Un produit de marque distribué, bah, génère en réalité vraiment une marge très limitée. En effet, c'est le fournisseur qui récupère la principale marge, bah, la marge de conception, fabrication, et le distributeur ne récupère que la marge entre guillemets de distribution. Donc, souvent, cette marge, alors, permet de vivre, hein, je ne plains pas ces distributeurs, mais elle est quand même assez réduite. Donc, la volonté d'un distributeur va être souvent d'agrandir cette marge. Et il peut le faire de deux manières, soit en proposant beaucoup plus de produits pour avoir un certain poids et pour peser vis-à-vis des fournisseurs. C'est par exemple ce que fait Leclerc énormément vis-à-vis de l'agroalimentaire. Ou alors, il va chercher à manger les marges de ses fournisseurs, en devenant lui-même fournisseur. Et bah, aujourd'hui, si on fait un peu un fast-forward par rapport à ce qu'on est en train de raconter sur Decathlon, bah en fait, Decathlon, c'est ce que va faire Decathlon et c'est ce qu'a fait Decathlon. Aujourd'hui, Decathlon n'est plus un distributeur, c'est une entreprise intégrée qui perçoit la marge à quasiment toutes les étapes. Il y a encore de la sous-traitance, oui, mais comme beaucoup, notamment sur la fabrication, mais dès la conception, Decathlon perçoit de la marge. Mais bon, je vais un peu vite en besogne là, parce que cette décision s'est pas faite en un jour et c'est ça qui est intéressant. Moi, je veux rentrer dans ce contexte qui nous explique comment Decathlon a choisi et a fait ses choix. Et en fait, ça va venir assez rapidement. Decathlon va lancer sa première marque. Alors, c'est pas un basculement, c'est vraiment un test. Vraiment, c'est présenté comme un test. Et la question qui semblait être interne à Decathlon, c'est est-ce qu'ils peuvent concevoir un produit mieux adapté, plus rentable que celui d'une grande marque? Et ils vont choisir un secteur très particulier, celui des sports nautiques. Et si vous connaissez Tribord, eh ben, c'est la première marque a été lancée par Decathlon. Alors pourquoi Tribord? Pourquoi les sports nautiques? Bah, c'est marrant parce que c'est un marché très spécifique, mais qui à l'époque était très niche et pas trop concurrentiel. Il y avait des grandes marques, oui, mais pas, aussi dominantes que dans le running ou le tennis. Donc plus facile d'y rentrer et ça permettait à Decathlon donc de tester plus facilement et sans rentrer en grande confrontation avec, Nike, Adidas, enfin ces grands fournisseurs qui n'étaient pas présents ou très, très peu présents sur ce domaine. De plus, le matériel nautique demande un vrai savoir-faire technique. Bateau, gilet, combinaison, voilà. Donc ça entraînait Decathlon sur des produits vraiment adaptés à ses besoins, pour tester des prototypes et donc capter un maximum de valeur.
tout le choix des sports nautiques. Et avec Tribord, bah, ils vont réellement expérimenter. Ils vont faire la conception interne, ils vont avoir des relations directes avec les usines, ils vont, maîtriser leurs coûts. Tribord, à ce moment-là, devient un véritable laboratoire stratégique. Et ils ne se posent pas la question de dire: «On veut remplacer Nike». Non, non, non. Ils veulent juste réduire leur vulnérabilité vis-à-vis de ces marques. Et les chiffres le montrent, Tribord fonctionne. Les clients adoptent la marque parce qu'elle a un rapport qualité-prix, une technicité telle que c'est intéressant. Et ça va véritablement valider le modèle de la marque. Alors quand on a une validation d'un test, bah, qu'est-ce qu'on fait? On le déploie à grande échelle. Et c'est ce que va faire dans les années 90 Decathlon. Alors pourquoi à ce moment-là expressément? Et pourquoi autant? Parce que vous allez voir, en 10 ans, Decathlon va lancer un certain nombre de marques, dont Quechua, Kipsa, Domios, voilà. Donc c'est des choses à porter. Decathlon le fait à ce moment-là parce qu'il y a une véritable explosion mondiale du sport et des marques sportives. Puis, bah, ce qui s'attendait à avoir arrive. Les marques de sport compressent de plus en plus leurs marges et compressent leurs distributeurs. Et de plus en plus, on parle de branding. Et ça devient un vrai actif stratégique. Donc, bah, Decathlon a fait un diagnostic très très lucide dans ces cas. S'il reste des distributeurs, multimarques notamment, bah, ils resteront dépendants structurellement. Alors, ils ont fait un test, ils vont changer de modèle. Ils vont passer d'un modèle d'intermédiation, donc c'est-à-dire de revente de produits qu'ils ne maîtrisent pas, à un modèle complètement intégré. Et ça, c'est un vrai changement d'identité. Et c'est vraiment conséquent comme décision. Parce que là, on parle plus d'expérimentation, on parle de transformation de modèle. Mais ce qui m'intéresse ici, et ce que je vais creuser, c'est pourquoi toutes les marques sont différentes. Pourquoi pas tout regrouper sous le terme Décathlon? Ah, je comprends un peu. En fait, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous feriez confiance à une marque, n'importe laquelle, qui fait vos skis, vous propose des vélos, du matériel nautique, du matériel de randonnée? Et ne pensez pas à Decathlon. Moi, personnellement, j'aurais du mal. Par exemple, je pense à certaines marques qui proposent des skis, bah, je me vois mal, leur demander des maillots de bain techniques. Eh oui. Donc c'est là où Decathlon semble avoir eu une stratégie marketing hyper intéressante. Ils vont partir du principe que une marque permet de crédibiliser techniquement un sport. Ils vont pouvoir y dédier une expertise et surtout s'organiser en business unit autonomes qui deviennent en fait des mini-entreprises et qui vont pouvoir être autonomes sur leur design, leur production, leur marketing. Du coup, on a plein de petites entreprises qui avancent en parallèle, mais qui ne cherchent pas à se taper dessus. Ça, c'est vachement intéressant. Et l'innovation va devenir la clé. D'ailleurs, sur ce concept un peu de spécialisation, Decathlon va aller loin parce que, par exemple, ils vont installer le siège de Quechua, qui est dédié plutôt à la randonnée et au tout sport outdoor. Bah, ils vont l'implanter au pied du Mont Blanc. Ils vont pas l'implanter près des. Tout ça pour que ça soit vraiment justifié et qu'ils soient proches du terrain pour aller tester les produits. Et là, on remarque qu'il y a une décision
culturelle qui est très intéressante. Bon, par contre, effectivement, Decathlon crée des marques et des marques et des marques. Je crois qu'ils atteignront un moment, je crois, plus de 40 ou 50 marques. Sauf que, bah, il faut bien les vendre, ces produits. Et les rayons d'un Decathlon sont pas infinis. Donc, à un moment, Decathlon va préférer mettre en place ses marques dans les rayons que les marques comme du Nike, Adidas, enfin ces grosses marques. Moins de marques nationales, internationales. Mais, et ça j'en parle dans ce point, dans l'épisode sur le New Coke, bah en fait, Decathlon faisait face à un arbitrage extrêmement risqué. En fait, la question qu'ils se sont posée et qu'ils ont bien fait de se poser, c'est: est-ce que les clients viennent pour du Nike, chez eux, ou ils viennent pour le produit? Question très importante et qui a fait, comme je dis, défaut à Coca-Cola quand ils ont lancé leur New Coke. Donc là, Decathlon avait 2 options. Soit garder les grandes marques et les placer à côté de leurs produits. Alors oui, ça sécurisait la clientèle, c'est sûr, mais ça avait des conséquences sur leur marge et une vraie dépendance. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, eh ben, ils pariaient sur leur propre marque. Donc ils avaient un contrôle sur leurs produits, sur les prix, sur l'innovation. Ils avaient des marges plus élevées également, mais il y a un risque que certains clients ne viennent pas chez eux parce qu'il y a un véritable manque de prestige. Et bah, après différentes études, et comme l'histoire nous montre, bah, Decathlon va choisir plutôt de maîtriser. Donc ça veut dire qu'ils vont partir sur l'option 2. Ils vont préférer délaisser l'attrait immédiat, le prestige, à la maîtrise. Et c'est une décision très courageuse pour Decathlon. Parce que, en gros, ils font le pari que l'accessibilité des produits, parce que leurs produits sont moins chers, va être supérieure à la désirabilité statutaire. Ils vont faire le pari que toi, consommateur, toi et moi d'ailleurs, on va aller acheter un produit moins cher, bon techniquement, mais qui n'aura pas la réputation sociale que pourrait avoir un produit Nike. Et ça, c'est pas neutre. Parce que c'est renoncer volontairement à un segment premium à l'époque, on y reviendra, qui était dominé par ces géants. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais pendant très longtemps, moi j'ai eu cette image de Decathlon qui faisait des bons produits techniques, pas chers, mais c'était un peu du bas de gamme. Parce que, bon, c'était bon techniquement, mais design, hein, on n'en reparle pas. Et bah, ça tenait pas toujours très très longtemps et ça avait pas ce statut social. C'était un peu la honte d'avoir du Decathlon, disons-le. Mais ça c'était avant 2024. Car, là où Decathlon était très intelligent, c'est qu'ils se sont installés. Les gens avaient le réflexe d'aller chez Decathlon pour aller chercher du matériel technique. 2024, ils vont se lancer dans un rebranding de leur marque et vraiment monter en gamme. Ils vont lancer une vraie nouvelle stratégie marketing, avec une mise en avant du design, de l'innovation, de la durabilité, plutôt que juste un prix accessible. D'ailleurs, les prix, alors oui, il y a des prix accessibles, mais les prix ont pas mal augmenté. Alors ça a entraîné des nouveaux brandings sur les magasins, le packaging et la communication sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi d'ailleurs lancer ce rebranding? Parce qu'ils auraient pu se dire: «On est sur la marche premier prix ou légèrement, enfin, pas premium, c'est très bien, c'est un très beau marché». Bah, en fait, c'est quand on cherche un peu le pourquoi du comment,
C'est un peu la volonté d'être dans l'air du temps. D'abord, il y a une nouvelle, CEO qui est arrivée, Barbara Martin Coppola, qui en 2002 va vraiment relancer la machine. En fait, elle va imposer une nouvelle vision stratégique. De ce que je lis, sa mission, c'était passer d'un retailer un peu discount à une marque mondiale crédible et experte dans le sport. Ils vont d'ailleurs même changer leur raison d'être. Un slogan d'ailleurs en anglais, internationalisation, Move people through the wonder of sports. Une vraie boussole interne, d'après ce que je vois. Donc, je suppose que dans cette volonté, il y a eu des ateliers entre équipes dirigeantes, des interviews internes, sûrement tout un tas d'analyses de perception de marque, de benchmark comme contre Nike, Adidas, Puma, enfin toutes ces marques. Un vrai diagnostic interne en fait, qui montre que Decathlon était trop perçu comme entrée de gamme. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une cinquantaine de marques, et en fait, je viens de trouver le chiffre. On est vraiment sur 85 sous-marques. Vous imaginez le problème. Donc en fait, de ce que je comprends, c'est que Decathlon s'est dit, notamment le top management s'est dit, si on ne change pas d'image, bah ils vont continuer à stagner. Et il semblerait qu'ils ont travaillé avec un gros cabinet, une agence spécialisée en stratégie de marque qui s'appelle Wolf Hollins et qui va apporter une vraie réflexion stratégique structurée pour monter en gamme. Alors, il y a des risques, il y a eu des risques et il y a des risques sur cette montée en gamme avec le client historique qui pourrait perturber et un coût de rebranding qui était juste énorme. Par contre, à côté des risques, il y avait une vraie opportunité de devenir une marque globale, renforcer des ventes premium, attirer une nouvelle clientèle et vraiment clarifier le portefeuille de marque. Et ce que je vois ici, c'est vraiment une décision courageuse, beaucoup basée sur des données, de l'analyse de marché, mais une vision vraiment long terme. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, et j'en ai parlé dans certains podcasts, de ces entreprises qui aujourd'hui se précipitent sur des conclusions et qui manquent de vision. Ce qui amène à des décisions un peu, parfois, qui ne vont pas dans la bonne direction. Et là, on est face à, des décisions audacieuses qui, heu, montrent qu'en 2024-2025, bah, Decathlon va passer de 58 marques à 9 marques principales et 4 marques expertes. Et cette décision touche vraiment tous les niveaux. Logo, identité visuelle, expérience en magasin, communication marketing, stratégie digitale, réseaux sociaux, engagement RSE, durabilité. D'ailleurs, l'une des choses les plus marrantes, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, ces pubs un peu Decathlon à l'époque, il y a 10-15 ans, Decathlon avait la réputation de faire des pubs beaucoup en interne avec des salariés. Pas de Pas de personnes mis en avant, pas d'athlètes, hyper connus, voilà. C'était on montre, c'est la personne comme tout le monde qui peut faire la pub. Ça a bien changé aujourd'hui. Notamment, moi, je suis très, course à pied. Ils ont juste été, chercher, l'un des derniers, meilleurs coureurs à pied français, pour illustrer, leur campagne, enfin voilà. Jimmy Gressier. Je parle de Jimmy Gressier, bien sûr. Donc vraiment, vraiment un gros changement. Et ça, bah, moi, c'est ce que j'adore sur ce podcast. C'est, de montrer pourquoi, et Decathlon en est un parfait exemple, de montrer, le cheminement derrière une décision qui va réellement changer l'ADN de l'entreprise. Je vous raconte pas comment j'aimerais être une petite souris qui va,
dans toutes ces réunions, écouter les raisons, les débats et tout ça. Ça doit être passionnant. Alors, petite souris, mais qui voit tout ça, de manière compressée, hein, parce que ça a dû prendre du temps. Alors tout à l'heure, je vous parlais du bénéfice un peu financier. Et bah, ce que je peux noter aussi, c'est que cette décision d'intégrer, les marques, donc ça veut dire ma propre marque et de maîtriser le plus possible leur ligne de production, et bah, c'est un cycle très vertueux quand il marche. Effectivement, bah, plus ils intègrent de marques, plus ils ont de marge, plus ils peuvent investir dans la recherche et développement, plus ils peuvent innover et plus ils justifient l'intégration. Donc en fait, c'est une véritable boucle stratégique très intéressante et qui est vraiment auto-renforçante quand elle marche. Alors, attention, je vais passer assez rapidement, mais je veux pas non plus vendre du rêve. Ce modèle a de véritables coûts cachés. Effectivement, qui dit maîtrise de l'ensemble du processus, bah dit des coûts fixes beaucoup plus élevés. Il faut aussi gérer mondialement l'industrie, sans parler des volumes. C'est eux qui maîtrisent les volumes. Et je ne vous parle pas du bordel organisationnel que ça doit être au niveau de la logistique. Je ne peux même pas imaginer. La conséquence principale, c'est que, je vous donne un exemple très simple, si les ventes chutent pour Decathlon, d'une manière ou d'une autre, bah les coûts fixes, eux, restent. C'est le revers du modèle. Alors que dans un modèle de distribution, on peut très facilement réduire les coûts qui sont bien moindres, d'ailleurs. Donc oui, ce modèle a des limites. Alors, Decathlon répond sûrement à certaines de ces limites et les connaît sûrement très bien, mais c'est très intéressant, je trouve, de connaître un peu les limites aussi de ce modèle. Donc moi, je trouve que la vraie leçon sur ces décisions, parce que ça n'a pas dû être qu'une seule décision, c'est que, bah, Decathlon, ça n'a pas seulement choisi de créer des marques pour créer des marques. On comprend, enfin moi je comprends un peu plus cette volonté qui, à la base, répond à une contrainte purement stratégique et structurelle. La volonté de faire face à une dépendance croissante. Et c'est la logique que semble adopter Decathlon depuis. Donc ce que je retiens, c'est quand même que la disparition progressive des marques chez Decathlon, en fait, c'était loin d'être un accident. C'est une conséquence très logique, basée sur une idée fondamentale. Préférer la maîtrise à la dépendance. Alors oui, comme toute nouvelle grande décision stratégique, ça crée un nouveau système de contraintes. Ce que je retiens de manière globale sur cette vidéo, c'est comment le contexte influence les choix et les prises de décision d'une entreprise. Alors oui, Decathlon a fait un choix. Ils ont préféré la maîtrise à la dépendance. D'autres ont fait des choix différents. Ils ont plein de concurrents qui ont fait des choix différents, avec des résultats plus ou moins satisfaisants. C'est vrai. Est-ce que c'est dû à ces décisions? Pas sûr. Peut-être un jour je ferai un podcast sur le sujet. Mais cela montre aujourd'hui comment un contexte peut influencer un choix, une décision d'entreprise, et ça c'est passionnant. Et j'espère que tu as appris tout autant que moi sur cet épisode. Allez, je te dis à très vite.